Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Aujourd'hui, ça sera politique. Question électorale, on en parle avec Monsieur Bissimois Augustin. Il est secrétaire général du MDVC. J'y arrive. Monsieur Bissimois Augustin, comment allez-vous? Nous allons très bien, merci. Alors, je rappelle que vous êtes secrétaire général du MDVC. Ah oui. Et ça veut dire mouvement. MDVC Oui. veut dire Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, un parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Pourquoi vous dites extra-parlementaire? Parce que vous n'avez pas de députés à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, notre parti a été créé après les élections chaotiques de 2018, ce qui fait qu'on n'a pas de députés au niveau de l'Assemblée nationale ni provinciale. On n'est pas non plus dans les institutions de l'Union sacrée. Voilà. Mais quel est votre poids politique aujourd'hui? Bon, franchement, une très bonne question parce qu'une année après que notre parti a été enregistré au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, nous voyons que le parti est en train de gagner de terrain, déjà sur le plan implantation, et nous sommes en train de travailler dur sur déjà 12 provinces où nous avons des fédérations, et on sent qu'il y a vraiment des adhésions en cascade au niveau du parti parce que nombreux ont été, n'est-ce pas, émerveillés de cette vision qu'apporte le MDVC avec son président national, le professeur Justin Moudekereza. Vous êtes où exactement en République démocratique du Congo? Bien évidemment, depuis septembre 2020, que le parti a été enregistré, jusqu'au stade actuel, nous sommes dans 12 provinces, notamment Kinshasa, il faut le dire ainsi, Sud Kivu, le Nord Kivu, le Haut-Touélé, Tanganyika, Ituri, Lualaba, Sankuru et Maniema. Mais pourquoi seulement c'est là où les Swahili est beaucoup plus parlé que vous êtes là? Non, Vous êtes un parti swahiliphone? pas du tout, je parle de Sankuru. Oui, Il y a mais d'ailleurs récemment aussi, on a implanté sur les Kasaï central, précisément au niveau du Kananga. Et donc, nous sommes en train de gagner de terrain petit à petit. Et on va aller partout parce qu'il s'agit là d'une nouvelle révolution positive et populaire. Et le peuple en a besoin parce qu'en vérité, on se rend compte que depuis beaucoup de temps, il y a notre pays qui est en train de patauger. Depuis que le pays a accédé à sa souveraineté nationale et internationale, jusqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un problème très sérieux et l'élite doit se réveiller. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette campagne large et vaste de pouvoir réveiller l'élite, qu'elle essaie un peu de se regarder, n'est-ce pas, en face et se remettre en question. Qu'est-ce que nous avons fait de notre pays et quel a été notre apport. Revenons sur les fondamentaux même de votre parti. Vous êtes un parti politique de l'opposition. Quel est votre courant politique? Bien, ce qui nous guide pour le moment, on n'a pas besoin de courant parce que, vous voyez, au stade actuel, nous sommes la 4e force politique et la première force d'ailleurs de l'opposition extra-parlementaire. Et donc, en termes de courant... Mais sur base de quoi vous dites ça? Quels sont les indicateurs qui pouvant nous prouver que ce que vous dites est vrai? Première force extra-parlementaire, 4e force politique, c'est sur base de quoi? Oui, d'abord, aussi les plans de composition politique. Nous avons actuellement l'Union sacrée, c'est le régime en place. Et vous avez également l'opposition parlementaire. Là, vous avez le FCC et la MOUCA. Et à leur côté, vous avez l'opposition extra-parlementaire qui est de surcroît reconnue par la Constitution et par ricochet la loi portant statut de l'opposition en son article 2 qui reconnaît que l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. Et donc par rapport à ça, au regard évidemment de travail de terrain, eh bien, on s'aperçoit que le MDVC aujourd'hui en réalité est cette première force politique de l'opposition extra-parlementaire vis-à-vis des actions qu'il mène, n'est-ce pas, sur le terrain. Mais oui, mais qu'est-ce qui fait de vous la première force? C'est justement ce que je veux savoir. Parce qu'il y a d'autres partis politiques qui sont mieux implantés, plus de 12 provinces. Il y en a qui font, on va dire, la télévision, qui sont dans le terrain, qui sont un peu partout. Mais en quoi est-ce que vous êtes première force? Qui a fait ces sondages? Vous ou c'est un institut indépendant qui fait le sondage et que l'on peut vérifier? Bon, Christian, je vous reconnais, en tout cas comme tout le monde, un grand journaliste parce que l'émission ici a toujours aussi un caractère pédagogique. Et j'ai un moment suivi certaines éditions que vous avez produites et qui allaient dans le sens d'investigation. À ce titre, l'émission que vous avez, n'est-ce pas, l'honneur de diriger tout le temps, devrait aussi informer la population par rapport à ça. Je ne sais pas, si vous avez, n'est-ce pas, une autre force que vous connaissez, par rapport à ça, eh bien, cette émission étant pédagogique, vous
pouvait, n'est-ce pas, livrer ses secrets oui, mais c'est à à vous nos de nous dire, c'est à vous de nous dire les, non, les mais moi, indicateurs. je dis que c'est que je connais. J'ai dit que c'est que je connais au niveau du MDVC. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé une mais force comment qui vous nous êtes un contraigne par parti rapport à qui ça. n'a pas de courant politique? C'est quand même assez atypique. Un parti, en principe, a un courant politique. Vous suivez quel courant politique? Bon, en fait, c'est que nous sommes guidés par la vision. Nous sommes guidés par la vision et les courants politiques, bon, déjà, je vous ai montré qu'il y en a qui parlent de gauche, de droite, tout ça, mais tout ce qui va, n'est-ce pas, animer l'essence politique de notre mouvement, c'est d'abord les concrets. Parce qu'on a vu les partis de gauche, de la droite, tout ça. Mais nous voulons en réalité interroger les concrets. Parce qu'il s'agit là d'un diagnostic important que le MDVC a élaboré pour arriver à comprendre en réalité quels sont les maux qui gangrènent notre pays. Alors, si vous avez parlé de diagnostic, donc vous avez fait l'autopsie du pays. Et quels sont les maux qui rongent ce pays, qui ont milité à la création de votre mouvement? Bien, au fait, vous vous rendrez compte que beaucoup de partis, lorsqu'ils cherchent le pouvoir, ils promettent les changements. Et dans leur matinée politique, dans leur sensibilisation, ils présentent à la population les faux problèmes. Dans les diagnostics, ils disent que les problèmes de ce pays, c'est les routes. Il n'y a pas d'emploi, on ne mange pas, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant. Eh bien, nous nous disons, ça c'est faux. Avec le président national, le professeur Dr Justin Moudekereza et bien d'autres élites, on a su comprendre que tout ça, ce ne sont que des conséquences de vrais problèmes. Et lorsque nous les avons identifiés, eh bien, nous sommes tombés sur deux problèmes majeurs, à savoir le problème d'homme. Et enfin, il s'agit là d'un défi majeur de l'indépendance forcée. C'est-à-dire que nous sommes là dans une dynamique où l'homme congolais lui-même est un problème pour son pays. Parce que sur le plan économique, l'homme est un facteur important du développement. C'est-à-dire que si l'homme lui-même pose problème, eh bien, n'attendez pas à ce que les choses changent. Mais pourquoi il pose problème, l'homme? Il pose problème parce que lorsque nous parlons du détournement, qui détourne, c'est l'homme. Lorsque nous parlons de la corruption, qui est à la base de cette corruption, c'est toujours l'homme. Et donc, l'homme n'a pas pris conscience des défis qu'il a à relever. Mais pourquoi il n'a pas pris conscience? Évidemment, c'est là parce qu'il a été dérouté sur tous les plans. Qui l'a dérouté? C'est là que nous arrivons au niveau d'abord de l'histoire de notre pays. L'homme congolais n'avait jamais été préparé à la gouvernance. Et là, nous mettons tout le monde au défi. Tenez, vous avez les gens qui étaient venus nous coloniser, et pour eux, c'était une conquête parfaite, c'était déjà leur pays. Et nous, Congolais, nous étions considérés comme de simples nègres, de simples sauvages, qu'on ne pouvait pas en réalité encadrer. Eh bien, tous ceux-là qui devraient étudier, et à partir de la 3e année primaire, ils sont collés, ils ont les diplômes, ils ont terminé les études. Il fallait seulement les apprendre à lire et à écrire. Et c'est dans cette dynamique que les gens ont réclamé l'indépendance. Mais du coup, on se pose des questions. Quand est-ce qu'on prépare la relève? Lorsqu'on sait évidemment qu'un jour on partira. Et que comme les amis qui nous avaient colonisés avaient à l'esprit qu'ils avaient acheté au roi Léopold II, tout ça, et que c'est leur pays qu'ils ont conquis, ils ne pouvaient pas préparer la relève. Et dans la dynamique de cette révolution où on a exigé l'indépendance, eh bien, on laisse les pays entre les mains, n'est-ce pas, des gens en réalité qui n'ont pas été du tout préparés, qui n'ont pas du tout compris qu'est-ce que c'est la République, qu'est-ce que c'est leur pays. Alors là, vous faites le procès du passé, et nous savons tous, ça fait 60 ans qu'on est dans cette même histoire. Ouais. Mais je dois vous rappeler aussi qu'en 1960, on avait déjà des hommes qui avaient fait des bonnes études. Il y en avait même qui étudiaient à l'étranger, qui sont revenus ici. En 1965, on a des étudiants qui sont déjà mûrs en matière des sciences et tout le reste. En 70, on a des universitaires déjà, je vais dire, assez importants. En 80, c'est des professeurs maintenant. En 90, c'est la République des professeurs strictement. Alors, quel est l'homme? C'est quoi le problème de cet homme-là? C'est là, évidemment, là où nous tombons sur le deuxième problème, en réalité. Le deuxième, c'est ce défi majeur de l'indépendance forcée. C'est-à-dire, lorsque nous avons réclamé cette indépendance-là, et lorsqu'on nous l'avait accordée par force, parce que ceux qui nous l'avaient donné ne l'ont pas fait parce qu'ils l'ont voulu, c'était par contrainte. Et donc, en rentrant, ils nous ont lancé ces défis pour dire, écoutez, on va voir comment vous serez indépendants. Et depuis tous ces temps, ils tirent des ficelles et nous, on ne fait pas attention malheureusement. Et lorsque nous faisons des coopérations, nous ignorons en réalité qu'il y a ceux-là qui se sont ligués contre nous, qui se disent, écoutez, tout ce que vous avez fait contre nous, vous les payerez. Parce qu'en réalité, lorsqu'on vous parle de l'indépendance, certains se disent, écoutez, le CCPI seul décoller, sans nous, sans notre main, eh bien c'est vraiment une erreur fatale. C'est comme ça qu'ils font tout
pour que nous restions, n'est-ce pas, dépendants. Mais est-ce que vous n'êtes pas au banc de ceux qui pleurnichent finalement? Parce que je vous entends en train de vous plaindre pour des gens qui ont quitté ce pays, ça va faire 60 ans. Est-ce que vous allez continuer à justifier votre sous-développement par rapport à votre passé? Parce que tous les pays africains ont été colonisés. Tous les pays africains ont brutalisé l'indépendance. Mais il y en a d'autres qui se développent. Il y en a d'autres qui ont connu d'ailleurs des génocides, mais qui aujourd'hui émergent. Le Rwanda, il y a le Burundi, je veux dire, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a la Tanzanie. Il y a tous ces pays-là qui ont aussi connu l'indépendance comme nous. Mais pourquoi chez eux ça évolue et chez vous ça n'évolue pas? Parce qu'en réalité, ils ont pris conscience de leurs défis. Et ils ont compris à quel niveau il y avait un problème. Mais chez nous, on n'a jamais compris que ça, c'est un problème. Mais pourquoi vous n'avez toujours pas compris? C'est maintenant, là, c'est pour ça qu'il y a cette fois-ci, n'est-ce pas, ces réveils des consciences collectives qui viennent de naître. C'est comme ça qu'au MDVC, nous parlons, n'est-ce pas, d'une forte révolution positive et populaire. Tenez, Christian, nous avons aujourd'hui, depuis un certain temps, lorsqu'on nous amène Mobutu, même avant Mobutu, nous avons eu Kasavubu. On a compris que Kasavubu avait intégré, n'est-ce pas, un certain nombre de techniques de la bonne gouvernance qui devraient faire en sorte que la République, n'est-ce pas, puisse émerger. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui avaient orchestré un coup d'État pour nous amener quelqu'un qui vient du néant, de l'armée, pour un coup d'État. L'armée, c'est pas le néant. L'armée, c'est pas le néant. Mobutu ne vient pas du néant, c'est un journaliste, c'est un intellectuel assez formé, il est militaire, il a fait ses preuves, il est secrétaire de Lumumba, il maîtrise les questions politiques, c'est quelqu'un qui a une diplomatie assez ouverte et il tente l'occasion du coup d'État, il est le meilleur candidat qui puisse convaincre le blanc et il a le pouvoir, il en fait 32 ans au pouvoir. Donc c'est pas le néant. Je vous les concède parce que c'est la démocratie, la liberté d'expression et les garanties. Mais je sais de quoi je parle. Cette fois, on va pas, ce n'était pas évidemment le thème, on pourra y revenir prochainement si vous voulez. Mais je dois vous dire sincèrement que tout ce qu'on fait chez nous, il s'agit là de prêt-à-porter. Nous n'avons jamais eu chez nous ce qui vient de nous-mêmes. C'est-à-dire à tout moment, on nous fait avaler des choses. Et là, heureusement pour nous, Mobutu a réussi à détourner les plans. Parce qu'il y en a qui se sont ligués pour développer ce plan de balkanisation. Et nombreux disent que c'est des chimères. Non, nous disons c'est vrai parce qu'il y a des puissances qui se sont mises ensemble pour qu'ensemble, ils puissent en réalité voir dans quelle mesure contrôler de manière commune cette république et ses richesses. Et voilà comment Mobutu a réussi à travailler sur l'unité nationale. Eh bien, à ce niveau-là, on a constaté qu'avec Mobutu, ça ne pouvait pas marcher parce que pour lui, quelqu'un du Congo central devrait être gouverneur au Kivu. Et ça faisait en sorte que l'unité nationale soit en tout cas une arme solide pour empêcher ce plan de balkanisation. Parce que lorsqu'il est velléité de ceux-là qui voulaient à tout moment tenter et commencer, n'est-ce pas, leur aventure, et on se rendait compte que si ça commence par exemple, le Nord Kivu ou le Sud Kivu, on se rendait compte que le Congo central était debout. Et les Kasaï étaient toujours debout. Parce que Mobutu avait compris qu'il fallait amener tout le monde sur cette lancée de l'unité nationale. Mais désormais, qu'est-ce que les autres ont fait? Parce que là, il s'agit de l'intelligence. La colonisation actuelle n'est plus de la matraque physique. C'est désormais l'intelligence et le mental qui dominent. Nous avons désormais une constitution. Eh bien, on nous dira que ça vient de nous. Et je mettrai quiconque au défi, parce que la France avait proposé les premiers projets de la Constitution. Entre-temps, cette Constitution avait été, n'est-ce pas, élaborée dans la philosophie de pouvoir respecter les accords de Sun City. Entre-temps, les belligérants, chacun était téléguidé, n'est-ce pas, par son partenaire, par ricochet ou donc par procuration. Ce qui fait que certaines idées sont passées dans cette constitution et ces idées bloquent notre République. Comme lesquelles? Parce que là, est-ce que vous êtes constitutionnaliste ou vous êtes juriste? Votre formation? Non, moi je suis économiste et manager des formations. Oui, mais vous vous hasardez dans les eaux troubles de la Constitution. Non. Parce que je peux vous démontrer noir sur blanc qu'il n'y a jamais eu de copie de la première Constitution venue de la France. Cette Constitution a été élaborée ici au Congo par des Congolais, des gens qu'on connaît tous, ils sont vivants, qui ont débattu cette Constitution. Mais après, ça tous on sait, c'est une histoire qu'on ne va pas la refaire. Mais quel est le procès que vous faites à cette Constitution? Quel est cet article, cette disposition qui, selon vous, bloque la Constitution? Je voudrais un jour qu'on fasse une émission avec
quelqu'un qui avait participé, n'est-ce pas, à l'élaboration de cette Là, constitution. ils sont nombreux. Il vous dira que le premier projet sur lequel ils avaient travaillé venait de la France. Comment ça venait de la France? Ça venait de qui? Qui est ce Français qui l'avait amené? Sinon, on risque de tomber dans le... Comme vous-même vous dites, on risque de tomber dans les histoires prêtes à porter ou préconçues. Comme ça, on nous amène ça, on nous dit, et puis après, on ne vérifie pas. Parce qu'après, on nous a dit que ça a été copié en France, alors que cette constitution apporte même des innovations que la constitution française n'a pas encore. Donc, il y a certaines évolutions dans cette constitution qu'on ne trouve pas dans la constitution française. Mais ne vous en faites pas. Vous comme moi, je ne suis pas d'accord avec cette constitution. S'il faut la changer, on va la changer, mais au moins, on peut rétablir la vérité. C'est là, évidemment, que j'ai dit que je ne refuse pas que les Congolais n'y avaient pas travaillé. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons eu des belligérants et il y avait également la société civile qui avait participé. Mais ce qui fait que les belligérants avaient fait passer leurs idées. Or, leurs idées étaient souvent téléguidées par leurs partenaires. Et ce qui fait que nous avons été piégés. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a certaines idées, il y a certaines lignes, certaines dispositions qui bloquent la Constitution. Est-ce que nous pouvons les connaître? Actuellement, M. Christian, est-ce que vous savez que nous avons une Constitution qui nous donne assez d'institutions et au niveau où nous consommons la grande part de notre budget seulement pour le fonctionnement de ces institutions? Je prends l'exemple de l'article 109 qui vous dit que le député et les sénateurs ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Entre-temps, l'article 11 nous dit que tous les êtres humains naissent libres, égaux en droit et en dignité. L'article 11 nous donne une dignité généralisée. Mais 109 vient particulariser cette dignité-là uniquement aux députés et sénateurs. Mais ce qui fait que j'y arrive. Dans toutes les consciences, c'est comme ça. J'y arrive. Quand vous, par exemple, si vous êtes professeur, on va vous traiter comme un étudiant. On va vous traiter, alors que vous êtes tous des citoyens. Mais vous êtes professeur, vous aurez un traitement en fonction de votre rang. Les militaires ont un traitement en fonction de leur rang de militaire. Et chacun de nous a forcément son traitement lié à son rang. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des citoyens supérieurs aux autres. C'est ce que je veux dire par rapport à ça. C'est-à-dire que les problèmes qu'on venait régler étaient lesquels? Est-ce qu'on l'a réglé ou on en a créé d'autres? Quelles sont les conséquences? Parce que l'alinéa qui suit dit qu'ils ont droit à une indemnité de sortie égale à 6 mois de leurs émoluments. Eh bien, on ne vous le dira pas assez. Les députés et sénateurs connaissaient combien ils touchent aujourd'hui. Et pourquoi ils se battent pour entrer au gouvernement? Parce qu'il y a mieux que ça. Et donc cela a créé des conséquences néfastes sur la vie sociale, au niveau où la politique devient le seul secteur qui paye mieux. Conséquence, nombreux vont fuir les anciens secteurs pour se précipiter en politique. Parce que... Mais ça, ce n'est pas la Constitution qui crée. Apportez-moi ma Constitution, s'il vous plaît. Mais ça, ce n'est pas la Constitution qui traite, qui crée ces problèmes-là. Ça, c'est une mentalité congolaise qui a ce problème. C'est nous qui avons... Parce que même à l'époque de Mobutu, tout le monde voulait faire la politique. À l'époque de Kabila, Laurent, alors qu'on n'avait pas de Constitution formelle, les gens voulaient encore faire la politique. Donc, c'est une mentalité je crois, une mentalité, je veux dire, des salariés, des fonctionnaires qui poussent les gens à aller en politique. Parce que là-bas, il y a les immunités, là-bas, il y a beaucoup de couverture, là-bas, bon, voilà, vous êtes exonérés dans beaucoup de choses. C'est peut-être ça qui pousse les gens à faire la politique, peut-être pas la Constitution. Bon, pas du tout, Christian. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les professeurs d'université, ils sont en grève. Combien ils revendiquent et combien ils touchent? Oui. Alors, comment on peut pouvoir dire que les députés et sénateurs avaient une dignité spéciale? Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? Déjà, lorsqu'on nous amène cette logique, ça crée un certain nombre de complexes et des divisions, n'est-ce pas, des classes sociales, sans en créer d'autres qui soient moyennes. Et cela comporte un problème important à partir du moment où les fonctionnaires de l'État se disent, écoutez, tous les budgets de l'État, en grande partie, sont orientés, n'est-ce pas, vers le fonctionnement des institutions. Et là, en conséquence, vous avez le lac le plus poissonneux du monde, mais vous ne savez pas, en réalité, avoir des bateaux de pêche. Vous allez commander des poissons en Namibie. Oui, mais ça, ce n'est pas le problème de la Constitution. Je veux d'abord qu'on se comprenne sur la question. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche que l'on crée des bateaux de pêche? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche que l'on respecte les droits de l'homme? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche qu'on respecte les enseignants ou tout ça? Ce n'est pas la Constitution sur ces terrains-là. Là, c'est la pratique qui a été déviée. C'est la pratique qui a eu des problèmes. Pourquoi ne pas s'attaquer à la pratique au lieu de s'attaquer à la Constitution? La Constitution, c'est une loi fondamentale qui réglemente le fonctionnement de l'État. Dès lors qu'il y a des choses ridicules,
Attendez-vous à ce que le reste ne marche pas. Qu'est-ce qui est ridicule? Je suis en train de démontrer. Le fait de dire, par exemple, les députés nationaux et sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du pays, du territoire national, et d'en sortir. Ils ont droit à une indemnité équitable, on dit équitable, à qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances. Est-ce que c'est ça le problème? Poursuivez. Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à 6 mois de leur émolument. Les modalités d'application de l'alinéa précédent ainsi que d'autres droits parlementaires sont fixés par le règlement intérieur de chacune des chambres. Ainsi que les autres droits. Oui, Là, il y a pas. Le débat, c'est quoi? Le débat, c'est le problème, n'est-ce pas, de la redistribution des richesses nationales ou de la distribution. Et donc, à partir du moment où on fait de cette classe politique un seul secteur qui paye mieux, eh bien, vous avez comme ça, justement, mais là, 100%, j'y arrive. Mais c'est Lucie, moi, je voudrais, parce que les étudiants nous suivent, et mon émission est pédagogique, je ne voudrais pas entraîner les étudiants dans une confusion. La Constitution ne fixe pas les salaires des députés. C'est la pratique qui le fixe. Ah, bien Ce n'est pas évidemment. la Constitution qui vous a demandé de payer 1 000 $ aux professeurs et 10 000 aux députés. Ça, ce n'est pas la Constitution. Ça, et puis, on le renvoie bien. C'est à la loi des finances. Ah oui, Ce n'est pas la Constitution qui a ça. dit que le président devrait avoir plus de 20 000 $. Ça, c'est la pratique qui a été faite comme ça. La pratique politicienne. Pourquoi vous ne vous attaquez pas à la pratique politicienne et laissez en paix cette Constitution qui va mourir très, très prochainement, calmement, sa belle mort? Ah, déjà, je suis ravi que vous compreniez que ça va mourir prochainement, mais pour des raisons évidentes. Nous y travaillons, Voilà, personnellement, très nous y bien. travaillons pour que nous puissions changer cette Constitution. Pour des raisons évidentes. Oui, bien Très sûr, bien sûr. Voilà, je suis Oui. déjà, là, déjà, nous disons les mêmes langages. Oui, mais moi, je c'est ne une fais très pas. bonne chose. Pourquoi le procès il est différent? Si vous m'entendez critiquer la Constitution, je l'attaquerai autrement. Voilà. Vous attaquez la Constitution pour les pratiques d'autres personnes, pour les autres pratiques. Alors, on ne va pas rester là, sinon nous ça va avons, ça va nous avons dit un écarter. élément important là, Christian. Oui, allez-y. On dit que c'est prévu, n'est-ce pas, par la loi des finances. Oui. Cette loi des finances est élaborée par le gouvernement et présentée, n'est-ce pas, et votée par ces députés qui se disent déjà que la répartition est bien faite, les institutions se sont retrouvées, eh bien ça peut passer. Et mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est le regard qu'on place sur le développement de la République? Parce que déjà, un pourcentage important du budget national est déjà orienté vers le fonctionnement des institutions. Eh bien, nous avons dans l'article 2 qui nous parle désormais des 26 provinces. Et il y a un article qui nous parle des institutions provinciales. Il faut avoir désormais une assemblée provinciale pour chaque province, 10 ministres pour chaque province. Et là, on nous conseille même d'aller aux élections locales. On nous demande d'avoir un parlement pour chaque commune. Entre-temps, nous en avons déjà 450 communes. Nous avons 145 territoires en moyenne. Chaque territoire a des chefferies. On nous demande d'aller aux élections locales pour avoir également des parlements, n'est-ce pas, locaux. Eh bien, déjà au stade actuel, on a du mal à avoir des routes. Parce que nous avons aujourd'hui des politiques qui sont suffisamment riches que la République, un député peut vous construire les ponts là où l'État n'est pas capable. Il peut vous construire une école là où l'État n'est pas capable. Eh bien, cela fâche les autres. Pourquoi il y a assez de grèves? Dans beaucoup de bancs syndicaux, comme on l'a dit, là où on discute sur la rémunération, on a toujours ça comme problème, on présente ça. Pourquoi ceux-ci sont mieux payés que les autres? Alors, on est d'accord que ce n'est pas la Constitution, mais plutôt la pratique. Alors, je reviens sur votre vision du MDVC, qu'on a d'ailleurs bien compris. Mais si on veut évoluer un peu, on va se rendre compte que vous êtes allé au tribunal contre la République avec cette histoire de l'RTPC, PTNTIC et les réseaux de communication dans cette question du RAM. Si vous étiez au pouvoir, comment vous alliez régler le problème? Le problème de RAM. De RAM. Premièrement, la question aussi, c'est aussi de savoir pourquoi nous sommes allés au tribunal, nous, MDVC. Parce que, nous avons suivi les débats à tous les niveaux. Et nous avons même écrit au Parlement. Cette question ici s'agit là d'une escroquerie à ciel ouvert. Est-ce que vous pouvez nous aider à traiter cette question? Nous avons rencontré beaucoup de députés. On a écrit au président Mbosso. Il a fait fi. Curieusement, un honorable a compris et il a fait une question orale avec débat. On a invité le ministre de PENTIC, il a donné des réponses ridicules. Et à l'issue du débat, on a démontré qu'en réalité, on avait raison, RAM n'était qu'une escroquerie à ciel ouvert, parce qu'on n'a pas su démontrer que c'était une taxe.
parce que si ça n'était une, elle devrait être instituée par une loi quelconque. Mais on a cherché partout, il n'y avait pas de loi. Et malgré tout ça, cette Assemblée nationale a fait des recommandations qu'on n'avait jamais respectées. Et nous, on s'est dit, écoutez, comme il s'agit là d'une caisse de résonance, il s'agit là d'une association de malfaiteurs qui veulent en réalité piétiner les petits citoyens, qu'est-ce que nous faisons? Parce que les représentants ont parlé, on ne les a pas écoutés. Eh bien, il faut aller au tribunal pour essayer un peu de vérifier si réellement, comme le dit la Constitution à son article 1er, que nous sommes un État, n'est-ce pas, des droits, eh bien, il fallait, n'est-ce pas, aller se rendre compte de cette véracité-là. C'est comme ça qu'on s'est dit. S'il s'agit d'une escroquerie, eh bien, où est l'escroc? Où est l'escroc? Parce qu'on ne peut pas trouver une escroquerie sans qu'il y ait un escroc. Mais ce n'était pas une escroquerie ici. Formellement, il ne s'agissait pas d'une escroquerie. Le tribunal n'allait pas condamner ça, n'allait pas qualifier ça d'escroquerie du moment où c'est l'État qui le fait de façon transparente. Tout le monde voit que vous faites... Et puis, il y a un message qui vous signale qu'on a perçu l'argent. Il ne s'agit pas d'une escroquerie. L'escroquerie aurait été... on ne vous signale rien, mais vous constatez qu'il y a une soustraction frauduleuse de vos mégas. Mais là, vous êtes informé à la minute où l'opération est faite. Et là, vous attaquez les concepts, mais pas les faits. Je vous les concède. Et je vais plutôt parler peut-être, si vous voulez, du braquage. Parce que le braquage, on peut vous braquer tout en vous regardant dans les yeux. Si c'est ce que vous voulez qu'on dise, on va les dire. Ben, ça, c'est pour et donc là, il s'agit du braquage. Il n'y a pas de problème. Il s'agit du braquage, donc, où les gens vous braquent tout en regardant, ils vous font, n'est-ce pas, les bêtises là. Et alors, nous, le souci, c'était de pouvoir demander qu'il y ait suspension, n'est-ce pas, du prélèvement, à partir du moment où ce n'est ni une loi, plutôt ni une taxe, ni un impôt, on n'a pas su démontrer cela. Maintenant qu'on a annulé, est-ce que la démarche continue? On a exigé qu'on puisse suspendre. Le tribunal, on a plaidé. On a demandé également qu'on puisse restituer, n'est-ce pas, les fonds volés aux petits citoyens. Et là, on a demandé également qu'il y ait indemnisation. Voilà les trois faits qui nous avaient conduits au tribunal. Alors, pendant qu'on a plaidé, après plaidoirie, l'affaire avait été prise en délibéré. Et le temps qu'on attendait les jugements, eh bien, ça devait sortir le 15 février, eh bien, ce n'était pas sorti. Du coup, on apprend que le Conseil des ministres a décidé cette fois-ci de suspendre, n'est-ce pas, le prélèvement. Et nous nous sommes dit, le MDVC est satisfait à moitié. Avec tous les autres qui avaient milité pour ça, nous sommes satisfaits à moitié. Mais nous nous disons, on doit poursuivre les combats jusqu'à exiger qu'il y ait, n'est-ce pas, qu'on puisse restituer les fonds qui ont été indûment perçus. Mais pourquoi vous dites indûment perçus? Est-ce que ce n'est pas le populisme finalement? Parce que c'est l'État congolais. On connaît tous l'État congolais qui a institué cette question des rames. Et cela s'est fait aux yeux aussi de tout le monde. Il y avait des messages qui étaient annoncés depuis, je crois, un mois, une campagne qui était faite, et les Congolais savaient qu'on allait prélever le RAM, mais après il y a les peuples qui s'est levé, le peuple qui n'était pas d'accord, le gouvernement dit, bon d'accord, on va suspendre, et même jusqu'à supprimer le RAM. En quoi est-ce que c'est indûment, en quoi est-ce que c'est de l'escroquerie, ou en quoi est-ce que c'est indûment? Je ne comprends pas. Christian, et vous parlez même du vol. Je me dis, à quoi est-ce que c'est un vol? Lorsqu'on parle de l'expropriation, oui, par exemple, il faut qu'il y ait quand même des textes qui accompagnent. Je suis d'accord avec vous. Voyez-vous. Mais dès lors qu'il n'y a pas eu de texte, parce que nous ne sommes pas, nous sommes légalistes. Au niveau du MDVC, nous sommes d'accord qu'un pouvoir en place peut instituer des lois qui lui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir cadrer ou recadrer ou, n'est-ce pas, orienter sa politique de gouvernance. Mais dès lors que l'État congolais, les régimes de l'Union sacrée ici, s'étaient permis de pouvoir, n'est-ce pas, prélever de l'argent sans loi quelconque, sans que ce soit une taxe, eh bien, à ce niveau-là, il s'agit là, Christian, du braquage. Il s'agit là de l'escroquerie. Je vous concède, ce sont vos mots à vous. Moi, je vous concède, il n'y a pas de problème. Et donc, parce que même les parlements, en fait, nous croyons, n'est-ce pas, à nos institutions. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Restituer l'argent des Congolais, parce que vous l'avez dit, indemniser les Congolais. S'il faut les indemniser, à quelle hauteur? Vous souhaitez que ça soit à quelle hauteur? Bien, en fait, je crois d'ailleurs nous avons écrit qu'une commission parlementaire soit aussi instituée pour aller, n'est-ce pas, étudier, depuis qu'on a commencé à prélever, c'est combien d'argent on a si déjà prélevé au dos de la population.
Nous avons des rapports que l'ODEP a s'y produire, mais nous disons, l'ODEP, en tant qu'association, eh bien, ces rapports ne peuvent pas jusque-là nous amener à crédibiliser les faits. Nous attendons que le Parlement puisse suivre, n'est-ce pas, cette commission qui pourra arriver à nous donner les faits. Parce que l'ODEP a parlé de plus de 220 millions de dollars déjà perçus. Alors, nous attendons que le Parlement produise ces rapports-là. Et à ce niveau-là, on va arriver à trouver les mécanismes de pouvoir rembourser aux citoyens congolais. Parce qu'on va comprendre combien d'abonnés ont été, n'est-ce pas, indûment surfacturés ou escroqués. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver les mécanismes pour restituer. Vodacom, Orange, qui avait été avec nous au banc la fois passée, des accusés, avec leurs avocats, eh bien, ils vont calculer et dire chaque mois, on prenait autant sur le compte de X Congolais. Eh bien, nous allons faire, n'est-ce pas, des procédures de pouvoir faire ça en termes de rétro, n'est-ce pas, action pour chercher à rembourser cela. C'est possible, c'est question de bonne foi. Mais le problème, c'est quoi? Parce que les gens n'ont pas de bilan. Les gens se battent pour chercher de l'argent de la campagne, afin de pouvoir, n'est-ce pas, corrompre la masse. C'est ça le débat. Il s'agit là d'un débat où les gens veulent se rassurer qu'ils ont de l'argent pour battre les campagnes. Il s'agit là des gens qui sont dans une course des millions, tel est déjà riche. Eh bien, pour faire face à lui, faisons aussi tout pour nous enrichir rapidement. Et malheureusement, c'est au dos de la population. C'est ça le débat. Très bien. Alors, il y a notre débat, un autre sujet, on va terminer avec, c'est plutôt la CENI et le processus électoral. Quelle est la vision du MDVC au sujet des élections? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Vous ne croyez pas? Et selon vous, qu'est-ce qui peut handicaper ces processus électoraux? Et d'ailleurs, si vous croyez qu'il y aura élection ou pas? Restant dans les faits, en tant que légaliste, la Constitution me dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et que donc, nous avons l'obligation de tenir les élections dans les délais constitutionnels. Si nous tous, nous sommes légalistes. Et nous accompagnons cela. Et nous nous battons pour ça. Mais maintenant, dans les faits et dans la pratique, nous ne voyons pas les signaux que met en place le gouvernement congolais pour, en réalité, nous démontrer que les élections auront lieu. Et c'est là que nous sommes en train d'inviter tous les acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition et les mouvements citoyens. La société civile, n'est-ce pas, à se réveiller parce qu'on se rend compte qu'en réalité, les amis en face n'ont pas besoin de ces élections. Comment ça? Parce qu'ils ont peur de... Comment ça? Ils ont peur de... Non, mais les signaux, c'est quoi? Oui, il y a déjà le président de la CENI, les bureaux étaient installés, ils ont reçu la première dotation en termes d'argent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une feuille de route qui a été déjà présentée, le calendrier sera présenté très prochainement. Quels signaux montrent qu'il n'y aura pas élection en 2023? Et tout en utilisant vos armes, la CENI, vous avez dit qu'elle a déjà la dotation. Oui. Mais nous avons suivi Kadima, nous tous ici. Il a dit quoi? Que jusque-là, il n'a reçu aucun sou à part l'argent du fonctionnement. J'étais le présentateur de l'émission dont vous parlez. J'étais là, c'est moi qui ai présenté cette émission en fait, avec d'autres journalistes. Il nous avait pas, parce que pendant qu'il nous parlait de ça, merci beaucoup. Pendant qu'on tournait cette émission, le 11 février, l'argent est passé pendant qu'on présentait l'émission. Et M. Kadima l'a dit bien après, c'est-à-dire que le gouvernement avait versé une partie, mais la partie que le gouvernement avait versée, c'était le 11. Alors que c'est le 11 qu'on tournait une émission, et M. Denis Kadima disait, pendant que je suis en train de vous parler, il se peut que l'argent passe. Et effectivement, l'argent est passé. Donc il y a eu tout simplement un malentendu. Donc aujourd'hui, on n'est plus comme on était avant, mais une partie a été donnée. Je ne sais pas si vous savez qu'après cela même, si on peut nous en tenir à vos mots là, est-ce que vous savez qu'après le rapporteur de la CENI était passé pour dire autre chose? Non, c'est ça le débat au fait. Les rapporteurs, c'est pourquoi il faut que je vous informe. Les rapporteurs rappelaient, contextualisaient le propos du ministre des Finances qui disait qu'on avait donné l'argent. Et les rapporteurs ont expliqué que l'argent qu'on avait donné n'était pas pour les opérations électorales, c'était pour les frais, et ainsi de suite. Il a donc qualifié les faits, ces faits-là. Donc maintenant qu'on est en train de parler, il y a encore une autre commission qui est, enfin, pas une autre commission, mais il y a encore ce circuit continu, parce qu'ils ont dit qu'ils vont donner l'argent de façon échelonnée. Mais la CENI ne s'est pas encore plainte après. Ce qui veut dire que du côté du gouvernement, il n'y a pas une mauvaise foi. Je vais aussi vous informer qu'après cela, il y a une réunion qui s'est tenue quelque part, là où on a tiré les oreilles de Nicolas Kazadi et de Kadima. Oui.
Parce que c'est des gens, au fait, qui ont mis à nu les régimes et l'Union sacrée en général. Et donc, vous avez suivi Nicolas Kazadi, ce qu'il a dit. Parce que ce que Nicolas a dit, ce n'est pas ce que Kadima a dit. Nicolas était venu présenter les faits selon lesquels Kadima a menti. Mais ces mensonges-là, qu'est-ce que ça nous dit, nous? Ça nous parle au niveau de l'opposition. Mais faites un peu d'analyse, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de mensonge. Il y a certainement du malentendu, non, M. Bissimois. Déjà, nous sommes au niveau où, par rapport au décaissement, selon les étapes que Nicolas Kazadi avait citées en termes de décaissement, ce n'est pas ce que Kadima avait reconnu. Et tout ça, ça nous parle. Mais il y a un autre niveau du débat. Deuxième niveau du débat, c'est que nous avons là un problème de chiffres, un combat de chiffres. Là où Kadima reconnaît avoir perçu 35 millions, évidemment après votre émission, mais Nicolas vous dit, l'ODEP dit avoir trouvé que 112 millions. Mais qui est l'ODEP? Qui est l'ODEP? Mais c'est une association. Mais comme toutes les associations, elle n'a pas de crédit, même pas un peu. Mais qui non, croit à l'ODEP? Mais non, on doit arrêter parce qu'il y a la liberté d'association. Oui, on mais ne peut après... pas empêcher une association, n'est-ce pas, de faire une lecture. Mais elle ne peut pas vous tenir. Vous ne pouvez pas asseoir votre argumentaire sur une association libre qui n'a aucun lien avec l'État. Non, pas du tout, parce qu'on ne nous a pas présenté les contraires. Quel contraire? Qui est passé présenter les contraires de ces rapports de l'ODEP? Non, mais attendez. Parce que déjà, il y a 67 millions perdus qui ne sont pas retracés. Attendez, M. Bissimois. Et lorsque l'ODEP a parlé d'Iran, de 220 millions, qui est venu dire le contraire? Non, mais est-ce qu'il faut commencer à répondre à l'ODEP à tout moment? Quand il a parlé de votre histoire de dépassement budgétaire ici, l'IGF l'a cloué, il n'a plus dit un seul mot. On a prouvé ici qu'elle lisait très mal la loi. On l'a dit plusieurs fois ici. En fait, je voudrais qu'on reste sur le plan institutionnel, sinon on va rentrer dans les histoires privées, c'est compliqué. Rentrons sur les faits. Qu'est-ce qui vous prouve ou qu'est-ce qui motive votre pessimisme? C'est ça ma question. Deuxième élément du débat, que vous allez balayer, je sais. Je comprends. Parce que, Kadima vous dit que l'indépendance de la CENI est entachée. C'est Kadima qui le dit. En quoi? Et il vous dit que, jusque-là, on est en train de vouloir lui ravir certaines opérations, notamment le recensement de la population. Et là, Kadima attire l'attention de tout le monde pour dire que les opérations là, que le gouvernement cherche à mener conjointement avec nous, en passant par l'ONIP, il vous montre que c'est des opérations qui entrent ou qui rentrent, n'est-ce pas, dans les attributions de la CENI. Et ce débat continue jusqu'aujourd'hui. J'ai ouï dire qu'il y avait une réunion la fois passée autour de ça, et autour de la présidence de la République. Je ne sais pas si on a aplani, mais Kadima se bat pour l'indépendance de la CENI. Et il vous dit, jusque-là, sa CENI pose ces problèmes-là de l'indépendance. Et nous disons, à ce niveau-là, il y a un problème. Parce que nous, acteurs, parties prenantes, ça ne nous rassure pas. Dès lors déjà que celui qui est censé se porter comme président, n'est-ce pas, d'une institution de la démocratie de manière indépendante, vous dit que son indépendance est entachée par deux faits. Le premier, il vous parle du financement. Il dit que l'autonomie, jusque-là, n'est pas assurée. Il vous dit qu'au stade actuel, on sent qu'il y a certaines opérations de la CENI qui vont être menées conjointement avec le gouvernement. Ces débats, nous les suivons. Oui, troisième niveau, Kadima a présenté une feuille de route. Il a présenté des contraintes. Et nous comprenons que c'est tout à fait logique, parce que lorsqu'on élabore un projet, on doit pouvoir, n'est-ce pas, présenter également ce qui pourrait arriver comme contrainte ou comme blocage. C'est une très bonne chose. Mais lorsque nous restons dans les faits tels qu'il a présenté les contraintes, nous nous rendons compte, et nous avons des écrits au président de la République la fois passée au niveau du MDVC. Toutes les contraintes, qu'elles soient financières, budgétaires, sécuritaires, eh bien, elles relèvent des attributions, n'est-ce pas, du gouvernement. Un gouvernement qui est composé, en tout cas, à 100% union sacrée. Et le président, l'autorité morale, comme on aime l'appeler, parce qu'on n'a pas ça au MDVC. Lui non plus, il n'est pas autorité morale en tout cas. Il a dit, non, c'est ce qu'on dit à l'union sacrée, on dit que leur... Je ne sais pas pourquoi vous prenez défense alors que vous n'êtes pas... Je suis journaliste, donc je ne peux pas vous laisser dire des choses auxquelles je ne crois pas. Ah, merci beaucoup. Donc il faut que je vous recadre ou que je vous relance de temps en temps. Bonne chose, c'est mon rôle. Tout à fait, ne vous sentez pas vexé en tout cas. Je comprends. Ouais. Et donc, parce que lorsque nous suivons tout le monde au niveau de l'union sacrée, ils disent que leur autorité morale, c'est Félix Tshisekedi. D'accord. Ça, ils le disent. Et donc, nous lui avons dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes d'abord
en vertu de l'article 69 de la Constitution, vous êtes garant des bons fonctionnements des institutions. De deux, vous êtes le patron de l'Union sacrée qui compose le gouvernement qui est censé, n'est-ce pas, pouvoir débloquer là où il y aurait contraintes. Les contraintes sécuritaires, Kadima les a citées, qu'elles peuvent être un blocage. Ce n'est pas le MDVC qui va débloquer cela. Il n'est pas au pouvoir. Les contraintes financières, ce n'est pas le MDVC et son président national qui vont financer la CENI. Les contraintes logistiques, ce n'est pas le MDVC. Tout ça, c'est le gouvernement, au fait. Qui n'a pas jusque-là refusé de le faire. On a parlé également des contraintes logistiques qui concernent les lois. Ouais. Et là, c'est le Parlement qui est composé, n'est-ce pas, à 90% Union sacrée. Et donc, nous avons écrit au président public, en tant que patron, n'est-ce pas, de l'Union sacrée, de pouvoir, n'est-ce pas, armer ces lieutenants afin que nous ayons les élections, que nous n'ayons aucune contrainte qui nous empêche de les avoir. Parce que depuis tout ce temps, ils étaient préparés, ils savaient qu'on aurait élection en 2023. Et que donc, si le plan financier, rien ne peut nous empêcher d'avoir les élections dans les délais constitutionnels. Mais pourquoi vous n'écoutez pas M. Kadima, quand il dit que glissement et report ne sont pas dans le lexique de la CENI? Kadima a dit à tout le monde qu'il y aura élection. Et que l'élection aura lieu en 2023. Mais pour que les élections aient lieu convenablement, il faut que le gouvernement s'acquitte de son devoir. Donc, Kadima était en train de demander au gouvernement d'accélérer les pas, de faire un peu plus. Mais c'est tout à fait normal. Si Kadima ne l'avait pas fait, vous aurez cru qu'ils sont ensemble. Maintenant qu'ils sont en train de montrer librement qu'ils ne sont pas véritablement attachés au gouvernement, ça pose encore un autre problème. Ce qui se passe maintenant, je crois qu'on ne l'a pas eu à l'époque. C'était plutôt la majorité présidentielle à l'époque et la CENI parlait le même langage. Au moins pour une fois aujourd'hui, vous avez la CENI qui dit un mot, le gouvernement dit le contraire. Mais c'est aussi ça la respiration de la démocratie, vous ne trouvez pas? Bon, nous n'allons pas, nous, au niveau du MDVC, n'est-ce pas, être dupés par des petits jeux pareils. Ah, c'est des jeux. Dans les faits. Okay. Nous sommes dans les faits, nous savons de quoi nous parlons. Okay. Parce que si vous voulez qu'on y arrive même, tenez, Christian, on nous parle d'une institution d'appui à la démocratie, on nous parle d'une CENI qu'on appelle Commission électorale nationale indépendante. Nous avons là la loi portant statut, qu'est-ce que j'ai dit? La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et cette loi vous dit que les animateurs de la CENI, n'est-ce pas, sont ici de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Mais déjà, l'opposition, là, est-elle représentée? Oui ou non? On va dire oui. Mais si oui, les gens qui ont été, n'est-ce pas, radiés, je dis bien radiés, parce que l'Union sacrée, le régime s'est réuni. Radié où est parti? J'y arrive. Le régime, n'est-ce pas, s'est réuni et a délégué en bonne et due forme ses mandataires. Mais à quelle occasion l'opposition s'est réunie et a délégué en bonne et due forme ses mandataires? Parce que vous avez voulu parler de cette radiation-là. Vous avez aujourd'hui quelqu'un comme Didier Manara, l'honorable. Il a été radié du PPRD. Et 48 heures après radiation, on l'a investi. Maintenant, entre nous soit dit, si la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI avait voulu dans son esprit que toutes les parties prenantes soient représentées pour se rassurer de comment les choses évoluent, eh bien, Didier Manara aujourd'hui, il va rassurer qui? Mais qui allait être là? Parce que, en fait, ce que vous dites, c'est un peu je ne mettrai pas le nom, mais je voudrais qu'on avance un peu. Imaginons un seul instant que la CENI dise nous n'allons pas, on ne va pas accepter un monsieur qui a été radié chez lui, mais qu'on demande à ceux-là de ramener. Ils disent non, non, nous ne voulons pas, il faut que Kadima tombe parce que ce n'est pas lui les choix, ainsi de suite. Mais jusqu'aujourd'hui, on serait dans ces débats-là. Et vous seriez en train de dire aujourd'hui que c'est un jeu. Et vous allez même dire qu'il s'agissait d'un jeu de Kabila, Tshisekedi et tout ça. Vous allez trouver tous les noms. Alors à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on soit d'accord, c'est pas bon. Qu'on ne soit pas d'accord, c'est un jeu. Alors, on allait faire quoi exactement? Parce qu'il s'agissait d'un blocage. Non, mais qu'est-ce qui avait empêché à ce que l'on arrive à trouver ces consensus? Mais vous savez qu'est-ce qui avait empêché? Mais vous savez que l'Église catholique et l'ECC n'étaient pas d'accord. Vous le savez que le PPRD ne voulait pas participer à cela. Vous savez que plusieurs partis politiques ne voulaient pas. Alors, la question, de façon responsable, on allait arrêter là, s'arrêter là et n'est pas avancer.
Mais on serait jusqu'aujourd'hui en train de parler de la même chose. Vous savez, le pouvoir que vous avez, c'est un pouvoir que je respecte parce que vous avez la police du débat. C'est vous qui posez les questions et malheureusement, moi, je n'ai pas ce droit-là. Mais lorsque j'ai posé la question de savoir Didier Manara représente qui et il part là pour assurer qui. Parce qu'après sa radiation, nous nous imaginons que dans les fonds, il sort directement dans son fort intérieur, il sort dans lui l'appartenance au FCC, parce qu'on l'a radié. Et lorsqu'on les radie, les autres les récupèrent et disent « nous te nommons à la CENI ». Eh bien, dans les faits, si nous sommes vraiment des gens qui croient à l'éthique et morale, Didier Manara représentera qui là-bas? Est-ce qu'il représente l'opposition? Moi je comprends, mais qu'est-ce qu'il fallait être fait? Ce qu'il faut nous dire exactement. Supposons que le cas de Manara n'existait pas. Qu'est-ce qui allait être fait? Parce que le PPRD n'allait pas envoyer quelqu'un. Qu'est-ce que l'opposition réclamait? C'est le débat. Parce que quand on est chef de l'État... Le débat sur quoi? Le débat, c'était d'abord de savoir qu'est-ce que l'opposition réclame. L'opposition réclamait les consensus. Mais un consensus que vous n'aviez pas, monsieur. Non. Donnez-moi une seule réunion où les gens se sont réunis pour trouver les consensus entre opposition, n'est-ce pas, et gouvernement autour de cette question et qu'on a manqué de trouver des solutions. Mais combien de fois on vous a appelé à l'Assemblée nationale? Combien de fois on a demandé au PPRD d'assister au débat, à la commission PAJ? Combien de fois on a demandé aux députés des autres partis politiques de l'opposition de participer au débat pour trouver une solution? Ça n'a jamais marché. Ça, c'est sûr qu'on nous dit. Hein. C'est qu'on vous dit, on vous ment. On vous trompe. Donc c'est l'Assemblée qui nous ment. On vous trompe. Oui, vous qui avez la vérité, dites-nous la vérité. Sincèrement, nous, au niveau du MDVC, nous n'avons jamais reçu un seul appel. Mais vous n'êtes pas parlementaire, vous êtes extra-parlementaire. C'est ce que j'ai dit aussi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La violation des lois dans ce pays, c'est un mode de gouvernance. Qu'est-ce qui explique? Quel est ce parlementaire? Quel est ce constitutionnaliste qui peut être en mesure, devant vous ici, regardant l'opinion en face et lui dire quelles sont les raisons qui pouvaient faire que l'opposition extra-parlementaire ne soit pas représentée au bureau? Non mais attendez, il y a combien de partis de l'opposition extra-parlementaire? Mais on en a des centaines, monsieur Bissimois. Des centaines. C'est vous qui le dites. Oh, mais comment ça, on a plus de 500 partis politiques? C'est ce que j'ai dit. Et maintenant qu'on a plus de 800. Oui, voilà, vous me donnez même un autre chiffre. Est-ce que l'Union sacrée, le régime a combien de représentants là-bas? 6. Est-ce qu'ils ont seulement 6 partis politiques? Est-ce qu'ils ont seulement 6 partis politiques? Non, le problème, ils ont réussi. Non, Christian, cette fois-ci, à ce niveau-là, permettez que l'opinion ne soit pas déroutée. Non, parce que l'Union sacrée est composée de beaucoup de partis politiques. Mais le régime a 6 représentants au niveau du bureau. Ah, vous aurez voulu... Ils ont réussi à s'organiser, bien évidemment. Mais qui allait le faire? Ils ont réussi à s'organiser. Est-ce que vous-même, dans votre plateforme des opposants, est-ce que vous avez même une plateforme des opposants, vous-même? Est-ce que vous avez une plateforme des opposants? Mais est-ce qu'on a tenté? C'est ça le débat aussi. Qui doit tenter? Mais qui est garant des bons fonctionnements des institutions? Non, mais l'opposition n'est pas une institution. Non, il faut pas tromper la vigilance. L'opposition est un courant. Vous, par exemple, est-ce qu'au sein de l'opposition extra-parlementaire ou parlementaire, est-ce que vous vous êtes mis ensemble déjà? Est-ce que vous avez un corps? Est-ce que vous constituez une sorte d'interface que l'on peut appeler et identifier? Si déjà ça, vous n'avez pas, comment on va faire? Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui bloc patriotique, force sociale et politique de la nation? Avec le FCC? Est-ce que vous savez que le FCC, la MOUCA, le MDVC sont dedans comme des opposants? Et ils discutent ensemble. Vous nous informez. Okay. Alors si déjà vous discutez ensemble, voyez-vous, et que les autres ont été là, comment voulez-vous? C'est là le débat. Nous avons beaucoup écrit, nous avons même marché. On s'est dit, on s'en fout de votre marche. Nous gouvernons par défi. On s'en fout de vous, advienne que pourra. C'est ça le débat. C'est comme ça même qu'on gère la République avec ces fameux coups d'État, tout ça. Je ne vais pas entrer dans ces choses ridicules. Et donc c'est pour dire, Christian, sincèrement, aucun constitutionnaliste ne saura vous expliquer pourquoi cette loi portant statut de l'opposition avait ignoré l'opposition extra-parlementaire à partir du moment où la Constitution, en son article 8, soutenue par la loi portant statut de l'opposition, reconnaissent l'opposition extra-parlementaire. Personne ne saura vous dire que non, parce qu'ils ne peuvent pas savoir s'organiser, nous piétinons la loi. Eh bien, on gère le pays comment? Comment on va faire pour... Enfin, on va terminer cette émission. La dernière question, c'est que comment on doit faire pour sortir de cette impasse? S'il y a impasse, bien sûr. Est-ce qu'il est aujourd'hui impossible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, selon votre regard, à vous? Et s'il y a des recommandations à faire, quelles sont-elles?
Bien, déjà, nous avons dit que nous sommes légalistes et nous restons dans les faits. Nous sommes sûrs et certains que les élections auront lieu dans les délais constitutionnels. Okay. Et comme le régime en place nous a rassurés et que la CENI nous a rassurés, eh bien, nous continuons à y croire, n'est-ce pas, tout en ayant un autre regard par rapport, n'est-ce pas, aux faits qui sont posés. Alors, par rapport aux recommandations, nous l'avons fait la fois passée et nous avons écrit une correspondance au chef de l'État. Parce que Kadima a présenté, n'est-ce pas, les contraintes. Et ces contraintes-là, nous n'avons pas compris à quel niveau nous étions concernés. Ceux qui sont concernés par tout ça, c'est le Parlement. En dotant des lois idoines, n'est-ce pas, à la CENI. 2, c'est le gouvernement. En dotant le budget conséquent, n'est-ce pas, à la CENI. 3, le gouvernement. En sécurisant le territoire national, de manière à ce que la CENI n'ait pas des arguments, comme dans les temps, on a vu Béni qui n'a pas voté. Et donc là, nous disons que le gouvernement a intérêt à travailler dur, de manière à ce que le climat soit assaini pour qu'on ait des élections. Pourquoi? Parce que le MDVC n'entend pas assister à une seule seconde de glissement. Là, nous sommes sérieux. Très bien. Merci beaucoup, M. Bissimois Augustin. Vous êtes secrétaire général de MDVC. Je rappelle que votre président national se trouve aux États-Unis. Corrigez-moi si je me trompe. Bien évidemment. D'accord. Oui. Alors, c'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Je crois que vous allez être, je vous recevrai encore prochainement quand vous en aurez besoin. La maison elle est ouverte. Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise au cours de l'émission? Bon, je suis très à l'aise parce que ici, nous sommes venus éclairer l'opinion. Et je suis convaincu que l'opinion est éclairée. Et n'en déplaise, n'est-ce pas, en fait, ils sont éclairés, je suis d'accord, c'est certain. Est-ce qu'il y a une chose que vous aurez pu dire que vous n'avez pas dite? Bien, bon, enfin, parce qu'on ne peut pas tout dire, l'émission a un chronogramme respecté. Et nous sommes d'accord que vous avez prévu une matière, et cette matière-là, qui a été à l'ordre du jour, n'est-ce pas, a été en tout cas élaguée ou carrément débattue. Et ce que je pourrais peut-être dire, c'est appeler le public à venir adhérer massivement au MDVC à partir du moment où elle a une vision salvatrice pour la République, celle de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous en passant par 5 piliers, dont les réformes des politiques publiques de l'État, la redistribution juste des richesses nationales, le renouvellement de la classe politique et la restauration intelligente de l'autorité de l'État, bien sûr, évidemment, la coopération bi- et multilatérale. Je vous enverrai la facture de toute façon parce que vous vous êtes servi de mon plateau pour faire la campagne de votre parti. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Vous l'avez peut-être senti électrique. Je crois que c'est comme ça. Si je reçois quelqu'un de l'opposition, ben, il faut qu'on fasse le contrepoids. Quand je recevrai quelqu'un du pouvoir, je ferai la même chose et vous le voyez d'ailleurs. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana, chino, tueneleye, na kimya pana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya pana Congo. Toyembani, loyembo lonene ya lisa.